Bonsoir tout le monde, on peut lancer le direct. Je vais commencer par vous mettre le parrain. Je vous mets la vidéo du parrain et comme ça on va revenir commenter le parrain. Je mets d'abord le parrain. Quand je mets le parrain et là on va pouvoir, une fois de plus, je vais m'adresser aux artistes camerounais. Parce que notre devoir, c'est de leur dire ce qu'on les a fait. Bon, comme ils refusent de comprendre, on ne peut que se limiter à leur expliquer pourquoi c'est comme ça. Je mets d'abord le parrain. Voilà. C'est la vidéo du parrain. Pour se maintenir, Alexis Colère à son poste. Dans l'opposition, plusieurs voix s'élèvent pour exiger des comptes. Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Ça n'est pas la peine d'aller expliquer à nos Français qu'on va faire une 6e République, qu'on va tout changer, qu'on va limiter le mandat du président de la République, qu'on va faire tout ce qu'on n'a jamais fait, mais qu'on leur a toujours promis, mais qu'en même temps, dans nos pratiques, aujourd'hui, sans même changer le droit, nous allons continuer de faire l'inacceptable au sommet de l'État, que nous allons continuer à expliquer à nos concitoyens que le monde change pour eux, qu'on leur demande tous les sacrifices, mais que nous, dans la classe politique, nous n'avons aucun sacrifice à faire, que nous, dans la classe politique, nous allons toujours nous arranger avec le droit. Mais on a tous conscience que les choses ne vont pas assez loin, qu'il y a dans notre démocratie quelque chose qui, au fond, n'est pas totalement abouti. Alors que l'Élysée annonce maintenir Alexis Colère à son poste, dans l'opposition, plusieurs voix s'élèvent pour exiger des comptes. Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Ça n'est pas la peine d'aller expliquer à nos Français qu'on va faire une 6e République, qu'on va tout changer, qu'on va limiter le mandat du président de la République, qu'on va faire tout ce qu'on n'a jamais fait, mais qu'on leur a toujours promis, mais qu'en même temps, dans nos pratiques, aujourd'hui, sans même changer le droit, nous allons continuer de faire l'inacceptable au sommet de l'État, que nous allons continuer à expliquer à nos concitoyens que le monde change pour eux, qu'on leur demande tous les sacrifices, mais que nous, dans la classe politique, nous n'avons aucun sacrifice à faire, que nous, dans la classe politique, nous allons toujours nous arranger avec le droit. Lundi dernier, c'était le 3 octobre, Emmanuel Macron a fait un tweet dans lequel il nous donnait rendez-vous, dès maintenant, sur le site du Conseil national de la refondation pour, je cite, apporter nos idées sur l'écologie, l'école, la santé, la démographie et le travail. L'objectif, expliquait-il, est que nous bâtissions ensemble l'avenir de la France. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. C'est une excellente idée. Mais ce qu'on remarque tout de suite, c'est que Macron délimite soigneusement le périmètre de cet échange. Pour le dire autrement, il y a des sujets sur lesquels notre avis ne l'intéresse pas. L'écologie, l'école, la santé, tout ça est très bien. Ce sont en effet des sujets essentiels. Mais nous voudrions pouvoir en évoquer d'autres qui ne le sont pas moins. Comme la justice, par exemple. Parce que là, nous venons quand même de vivre une séquence pour le moins étonnante. Le 3 octobre, le jour même dont Macron nous invitait à lui apporter nos idées, la Cour de justice de la République a en effet ordonné qu'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, soit jugé pour prise illégale d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec certains magistrats
à qui il s'était opposé lorsqu'il était avocat. Le ministre en charge des tribunaux est donc renvoyé devant un tribunal. C'est pas banal, mais ce n'est pas tout. Le 3 octobre, toujours, on a aussi appris qu'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, on parle donc ici du plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, avait été mis en examen le mois dernier pour prise illégale d'intérêt, lui aussi, et qu'il avait par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté pour trafic d'influence. L'Élysée avait juste oublié de nous informer de cette intéressante péripétie. Dans n'importe quelle autre démocratie, ces gens auraient été invités à démissionner immédiatement. En 2017, un certain Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République, expliquait d'ailleurs que le ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. 5 ans plus tard, il a quelque peu changé d'avis. Selon Le Monde, il parie désormais sur la banalisation des affaires et considère qu'un ministre ou un secrétaire général de l'Élysée ne doit pas démissionner tant qu'il n'a pas été condamné. On notera au passage que cette règle n'est pas la même pour tous. Imam Iqiyoussen, par exemple, a été expulsé par Gérald Darmanin alors même qu'il n'avait été ni poursuivi ni condamné. Ce qui vaut pour les ministres d'Emmanuel Macron ne vaut donc pas pour le reste du monde, et Éric Dupond-Moretti l'a parfaitement compris. Il vient de proclamer tranquillement « Est-ce que vous avez démissionné ?» Ça n'est pas à l'ordre du jour. C'est de tout ça, on y reviendra sans doute prochainement, qu'on aurait aimé pouvoir parler aussi. Mais ça n'entre manifestement pas dans les calculs d'Emmanuel Macron. Je me suis quand même connecté au site du Conseil national de la refondation, où je suis tombé sur une longue vidéo dans laquelle le chef de l'État, vêtu d'un pull à col roulé, en prévision probablement d'un hiver où nous allons devoir économiser sur le chauffage, nous raconte pour commencer... Mes chers compatriotes, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette nouvelle méthode que nous souhaitons mettre en place pour bâtir ensemble, pour notre pays, à la fois plus de consensus, un cadre de pensée et d'action commun, et aussi des solutions concrètes pour chacune et chacun d'entre vous. Évidemment, quand on entend ça, on a très envie d'applaudir, ne serait-ce que parce qu'il faudrait que nous soyons sacrément bornés pour ne pas vouloir construire tous ensemble un avenir radieux. L'allocution présidentielle commence donc fort bien, mais juste après, ça se gâte. Emmanuel Macron se lance en effet dans un long plaidoyer pro-domo pour nous raconter par exemple qu'il a innové d'un point de vue démocratique. Avec le grand débat, qui alors même que nous vivions une crise sociale sans précédent, a permis d'aller à votre rencontre, grâce à nos maires, partout sur le territoire. Il ajoute que c'est grâce à ce grand débat, ouvert pour répondre en catastrophe au soulèvement des Gilets jaunes, que son gouvernement a notamment changé l'impôt sur le revenu, créé plus de 2000 maisons France Service pour recréer des services publics sur le territoire, que nous avons remis de la force d'action publique partout sur le terrain. Le problème est que la réalité factuelle est un peu différente de ce qu'en dit le chef de l'État. Lorsqu'il prétend avoir recréé des services publics sur le territoire, par exemple, cette réalité est plutôt, comme nous l'avons appris la semaine dernière, que 4300 lits ont encore été fermés en 2021 dans les hôpitaux français, en partie parce que ces établissements manquent de personnel. Quant à la force d'action publique, que Macron se félicite d'avoir remise partout sur le terrain, on l'a surtout vu dans la répression policière d'une violence inouïe du mouvement des Gilets jaunes, durant lequel un nombre ahurissant de manifestants ont été blessés ou mutilés, sans que jamais le chef de l'État ne prononce le moindre mot en faveur des victimes de ces brutalités. Des gens, je ne dis pas que c'est vous, il y a des gens totalement sincères, comme vous l'avez été, qui expriment leurs convictions. Mais il y a des gens qui ont décidé de s'infiltrer et en quelque sorte de dénaturer cela. Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Et dans le discours d'Emmanuel Macron, rien de tout cela n'existe. Dans son étonnante vidéo à col roulé, il préfère se vanter avec une mine réjouie d'avoir aussi... Nous avons ensuite bâti, c'était une des conclusions du grand débat, cette convention citoyenne sur le climat, qui nous a permis non seulement ce travail inédit démocratique, et donc de faire avancer le débat public en matière de lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, mais d'arriver à un texte de loi inédit qui, grâce au travail aussi de nos parlementaires et de nos administrations, va nous permettre, est en train de nous permettre, d'améliorer très concrètement les choses. Et là encore, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Dans la vraie vie, on se le rappelle, Emmanuel Macron s'était engagé à ce que les propositions formulées par cette Assemblée citoyenne soient reprises sans filtre par le Parlement ou soumises à un référendum. Qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe.
Elles n'ont bien sûr fait l'objet d'aucune consultation des électeurs. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Et au mois de mars 2021, le site Reporter est arrivé, après enquête, à cette conclusion édifiante. Seuls 10% des propositions de la Convention, dont les membres n'ont d'ailleurs pas fait mystère de la colère que leur inspire ce mépris, ont été reprises par le gouvernement. Un peu la petite histoire des 150 David contre 12 Goliath, quoi. C'est vraiment ce sentiment-là à la fois d'être une unité assez importante, 150 citoyens de 1004 coins de la France qui se mettent d'accord sur le sujet, et qui en même temps se retrouvent face à un interlocuteur qui au final dit oui c'est très bien ce que vous avez fait, mais c'est ça qu'on va faire. Et ce sentiment, il est insupportable pour les citoyens d'avoir participé à ça. C'est pas acceptable. Dans sa présentation du Conseil national pour la refondation, Emmanuel Macron se fait donc une gloire d'avoir mené une consultation dont il n'a en fait pas tenu compte. Et juste après, il explique sans rire. Mais on a tous conscience que les choses ne vont pas assez loin, qu'il y a dans notre démocratie quelque chose qui, au fond, n'est pas totalement abouti. Est-ce que ça veut dire qu'il va se livrer à une autocritique et promettre de ne plus jamais organiser de débat dont il mépriserait les résultats? Non! Je vous dis non! Écoutez-moi, vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien! Évidemment pas. Il nous offre plutôt une nouvelle fois de nous associer à une prise de décision à laquelle, jure-t-il, nous pourrons enfin participer pleinement en devenant nous-mêmes des acteurs de ce qu'est l'action publique. Car, explique-t-il, le citoyen n'est pas quelqu'un à qui on va imposer des décisions, à qui on va même proposer des solutions. Par conséquent, Macron nous propose aujourd'hui de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Il souhaite que nous partagions avec le gouvernement, dont nous sommes priés de croire qu'il en tiendra compte, nos idées de changement. Sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Naturellement, nous savons que cette proposition est une plaisanterie, encore une. Nous savons qu'Emmanuel Macron, cette fois-là comme les précédentes, ne tiendra aucun compte de nos propositions si elles ne vont pas dans le sens de ses propres objectifs. Nous pourrons cependant faire le test et profiter de l'occasion qui nous est ainsi offerte pour soumettre quelques idées simples au chef de l'État. Pour ce qui concerne l'écologie et la biodiversité, qui lui tient tellement à cœur, par exemple, nous pourrions, au hasard, lui suggérer de ne plus renouveler la dérogation accordée l'an dernier à certains agriculteurs et qui leur permet de continuer à utiliser des semences traitées aux néonicotinoïdes, des insecticides particulièrement dangereux pour les abeilles qui sont interdits en Europe depuis 2018. Pour la santé, nous pourrions lui demander de ne plus jamais laisser fermer chaque année, comme il l'a fait depuis son élection en 2017, plusieurs milliers de lits d'hôpitaux, et accessoirement de ne plus lancer ses CRS contre les personnels soignants lorsqu'ils manifestent pour demander une revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail. Pour ce qui touche enfin au travail, nous pourrons bien sûr exiger qu'il renonce à sa réforme des retraites, qui obligera de larges parties de la population, en particulier chez les femmes, les ouvriers et les précaires, à travailler plus pour gagner moins. Mais sur ce dernier point, le gouvernement nous a déjà prévenus. Si nous rejetons cette réforme, il passera en force en utilisant le 49.3. Et Macron lui-même a menacé de dissoudre l'Assemblée nationale s'il se heurtait à une trop forte opposition parlementaire. Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Et les Français trancheraient et diraient quelle est la nouvelle majorité qu'ils veulent. Et évidemment, nous rappellerions et nous serions en campagne pour que le président soit conforté. Parce que bon, c'est bien de promettre que le citoyen ne sera plus jamais quelqu'un à qui on va imposer des décisions ou des solutions, mais c'est encore mieux de le prévenir que s'il se montre trop indocile, on lui l'imposera quand même. Vous demandez de désigner vous-même l'homme qui régnera selon vous tous, en vous remerciant à l'avance de ce choix qui m'honore. Voilà le super menteur. La France regrette aujourd'hui. Pas la France. Pas la France, mais les Français. Notre chronique de cette semaine à la seule question. Les Français aujourd'hui. La destitution vendredi du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et de la couverture médiatique de ces événements. Vendredi dernier, un groupe de militaires dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré annonçait avoir destitué le colonel Paul-Henri Damiba, nous consacrant dans notre groupe. Mais on a tous bon.
à M. Hugo Bernalicis, le groupe La France Insoumise. Madame la Première ministre, une question se pose. Quels sont les points communs entre les affaires Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et l'affaire Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice? Alors, je vous remercie. Monsieur Olivier Dussopt, porte-parole du gouvernement. Monsieur le député Bernalicis, j'aime beaucoup les devinettes, mais ici c'est le Parlement. On est sérieux, je vous laisse poser votre question, j'y répondrai avec plaisir juste après. Monsieur Bernalicis. Oui, je sens une gêne et un petit flottement sur les bancs du gouvernement, et c'est normal, parce qu'il y a deux points communs. Le premier, c'est l'incrimination, la prise illégale d'intérêt. C'est une infraction particulière car c'est la situation de pouvoir de ces deux personnes qui ont permis la réalisation de l'infraction. L'un pour favoriser sa famille à la tête du croisiériste MSC, l'autre pour interférer dans des affaires judiciaires en cours sur fond de règlement de comptes personnels. Et c'est aussi un problème politique, et pas seulement judiciaire, car en restant en poste, ils peuvent à nouveau commettre les mêmes délits d'atteinte à la probité desquels ils sont accusés. Le deuxième point commun n'est nul autre que le monarque présidentiel Emmanuel Macron lui-même. Lui est irresponsable pénalement, mais pas ses proches, qu'il couvre désormais, révélant une confusion des fonctions et une dérive mafieuse du pouvoir. Quel scandale! Jamais un garde des Sceaux n'avait été renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République, tout en étant encore en fonction. Jamais un secrétaire général de l'Élysée n'avait été mis en examen alors que le président en exercice lui-même avait versé au dossier judiciaire un document pour dédouaner son subordonné. Pourtant, en 2017, le candidat Macron faisait de son engagement en politique une promesse de changement dans les pratiques, une promesse de tourner la page du temps où l'on pouvait en toute impunité utiliser les moyens de l'État à des fins privées. Le Macron de 2022, président des riches, se révèle être un oligarque mêlé aux intérêts financiers. Ce n'est plus Jupiter, c'est le parrain. 40 affaires judiciaires ont été recensées depuis 2017 concernant la Macronie. Alors les Françaises et les Français qui vont se mobiliser pour la marche contre la vie chère et l'inaction climatique du 16 octobre prochain à Paris, ils veulent savoir, Madame la Première ministre, est-ce que vous, les amis d'Emmanuel Macron, êtes là pour servir ou pour vous servir? Et c'est ça qui donne les leçons aux Africains. Disent aux Africains que vous n'êtes pas assez entré dans l'histoire. Un pays de mafieux. Vous savez, lorsque les brigands arrivent à la tête de votre république, vous êtes fini. Macron est un brigand avec sa bande. C'est des voleurs, des voyous. Vous vous rappelez François Fillon? Vous vous rappelez François Fillon, mis en examen? C'est pas François Fillon, c'est sa femme qu'on a accusé de salaire fictif. Ça n'a pas suffi. On a dit on lui a offert deux vestes. On a poursuivi François Fillon pour ça, porté plainte. Ça a fait François Fillon a perdu les élections. Monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux français, un mafiosi, était venu au Cameroun pour tenter le président Biya. Il est venu au Cameroun pour tenter le président Biya. On ne tente pas le président Biya. Jamais. Parce que ce monsieur, c'est une Bible. Je dis bien, il y a des gens qui disent que M. Biya doit écrire ses mémoires. Excellence, Monsieur le Président, n'écrivez rien. N'écrivez rien. Ça ne sert à rien d'écrire vos mémoires. On ne laisse pas ces mémoires aux ingrats. Plein d'ingrats. Ils vont s'en servir pour continuer à duper le peuple. Revenons à la France. Mes chers compatriotes, remarquez une chose.
lorsque la France est au Mali, les djihadistes occupent le territoire malien à 60%. On chasse la France du Mali, les djihadistes fuient le Mali. Ils commencent à faire des attaques sporadiques. Ils entrent, ils attaquent, ils sortent. Vous savez quel territoire ils occupent maintenant? La France a fui aller s'installer au Niger. Maintenant, les djihadistes ont occupé le territoire du Burkina Faso à 60%. Ce sont les faits. Vous savez, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Lorsque tu as affaire aux faits, personne ne parle, mais on t'oppose aux faits. Répondre contre les faits, c'est difficile. Parler le français comme Emmanuel Macron parle là, c'est difficile. Mais je vais donner une deuxième fois de plus un conseil au capitaine Traoré. Capitaine Traoré, la dette du Burkina Faso, la dette du Burkina Faso, mon capitaine, il faut savoir exactement combien de tonnes d'or produit l'entreprise française qui est là-bas. On nous dit que c'est qu'il a une entreprise canadienne, mais c'est un directeur français qui est à la tête. Ça là, on comprend la mafia. Monsieur le Président, c'est ça qui va vous permettre de savoir comment juguler la dette du Burkina Faso. Parce que les bailleurs de fonds vont te faire le chantage avec la dette. Les bailleurs de fonds vont te faire le chantage avec la dette. Ils vont te dire, le Burkina Faso nous doit de l'argent. Ils vont te dire non, il faut revenir à l'ordre constitutionnel pour qu'on vous donne l'argent. C'est pour ça que je dois te mettre un discours pour te rafraîchir la mémoire. L'homme que tu as pris, l'homme à qui tu as voulu ressembler, écoute ce que l'homme-là faisait. Et écoute le commentaire. Je veux que tu suives ça. Comme tu veux faire comme lui. Mais si tu ne réussis pas à faire comme lui... Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous... Vraiment, mon capitaine, ça sera difficile pour toi. Ok, mais... Voilà un orateur qui savait faire vibrer son public. Les mauvais Mali, les paresseux, les voleurs. Voilà un orateur qui savait faire vibrer son public. Les mauvais Mali, les paresseux, les voleurs. Voilà également un héros au destin tragique. Nous pensons que c'est un devoir. Voilà un orateur qui savait faire vibrer son public. Les mauvais Mali, les paresseux, les voleurs. Voilà également un héros au destin tragique. Nous pensons que c'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe,
de respecter sa mémoire. On dit parfois que nul n'est prophète en son pays, mais ce dicton s'applique mal au cas de Thomas Sankara. Pendant les quelques années où il a exercé les plus hautes responsabilités, il a donné à son public plus que de la confiance, une véritable foi. Et son rayonnement s'est étendu bien au-delà de ses frontières. Notre Maison Blanche se trouve dans le Havre Noir. That's what I said, and I will repeat myself. My White House is in Black Island. Ce rayonnement, il le doit à une rhétorique bien particulière, une rhétorique grâce à laquelle il a su rassembler, galvaniser, mettre en mouvement. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Aussi longtemps que les populations commenceront à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Mais sa rhétorique a également irrité. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Et la popularité qu'il a su gagner par le discours a fini par changer certains alliés potentiels en adversaires et des frères en ennemis. Lorsque Thomas Sankara est assassiné en 1987, le soupçon plane sur son ancien meilleur ami, qui lui succède à la tête du pays. Vous êtes dans la nouvelle saison de Parle. C'est bon de vous revoir. Commençons. Thomas Sankara fut président du Burkina Faso de 1983 jusqu'à son assassinat en 1987, assassinat vraisemblablement commandité par Blaise Compaoré. Vous êtes pour regretter d'avoir perdu une amie, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage. Pendant les 4 années durant lesquelles il exerça le pouvoir, Thomas Sankara mena une politique révolutionnaire dans le sens où il tâcha de renverser les rapports de force traditionnels. Au sein de son pays d'abord, en substituant au pouvoir des chefferies traditionnelles des comités de défense de la révolution censés gérer au nom du peuple la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation de produits locaux. Sur la scène internationale ensuite, où il tâcha de bâtir une relation basée sur l'interdépendance et non plus sur la soumission. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Ce discours que prononça Thomas Sankara en 1984 à la tribune de l'ONU est l'un de ses plus célèbres et il y a de très bonnes raisons à cela. Par ce discours, il prend position sur la carte du monde et il recrute ses alliés. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ce foutu méprisé. Le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. Par ce discours également, il désigne ses ennemis. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique, du club de ceux qui détiennent le droit de veto, est une injustice qui doit cesser. Dans ce discours encore, il s'est mêlé un propos clair et des idées subtiles. Tous les nouveaux maîtres de la pensée, sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes à haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion cette multitude traquée par la faim, commencent à remodeler leurs discours et, dans une quête anxieuse, recherchent une fois de plus, à nos lieux et places, des concepts miracles. Et surtout, au-delà de la défense des intérêts de son seul pays, il parvient à donner à son propos une portée universelle. Mon pays est un concentré de toutes les valeurs des peuples, une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de l'humanité, mais aussi et surtout des espérances de notre but. Et pourtant, malgré toutes ces qualités, ce n'est pas dans ce discours que l'on va trouver ce qu'il y a de plus remarquable dans la rhétorique de notre orateur non aligné.
Retrouvons Thomas Sankara quelques années plus tôt. En 1980, un coup d'État militaire met la main sur le pouvoir. Thomas Sankara n'y participe pas, mais il ne s'y oppose pas non plus. À l'époque, Thomas Sankara jouit d'une belle popularité auprès de la jeunesse parce que son style et son franc-parler détonnent avec les politiciens traditionnels. Il est donc nommé en septembre 1981 secrétaire d'État à l'information du gouvernement du colonel Cézerno. Mais lorsque le gouvernement décide de supprimer le droit de grève, Thomas Sankara s'y oppose et donne sa démission. Le gouvernement la refuse. Thomas Sankara risque donc à présent de se retrouver pieds et poings liés à un gouvernement dont il ne partage ni les valeurs ni les méthodes. Et c'est par un coup d'éclat rhétorique que Thomas Sankara va réussir à sortir par le haut de cette situation. Le lendemain de sa démission refusée, Thomas Sankara est censé ouvrir le Festival international de cinéma africain. Son discours sera retransmis en direct à la télévision et à la radio du pays. On ne commande pas l'inspiration d'un artiste sur la base d'un décret, sur la base d'un arrêté, sur la base d'une ordonnance. L'inspiration de l'artiste est libre. Rapidement, le public réalise qu'il ne s'agit pas d'un simple discours de circonstance. À la tribune, Thomas Sankara est en train de rallier le peuple et de défier le gouvernement. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les convictions et les intérêts d'un peuple. Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ces aspects, ces intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Avec ces mots, Thomas Sankara devient immensément populaire. Il va le payer pour un temps, car les colonels vont le faire arrêter et le mettre en résidence surveillée. Mais Thomas Sankara vient de conquérir un pouvoir que plus personne ne pourra lui contester, le soutien du public. Et c'est pour ça que je vous incite, vidéo après vidéo, contenu après contenu, à pratiquer la rhétorique, à partager des choses utiles, intéressantes, motivantes. Vous toucherez alors à ce que Thomas Sankara avait compris, une bonne rhétorique vous permet de vous hisser en parasitant la hiérarchie. Avançons un peu dans le temps. Le 7 octobre 1982, un nouveau putsch va renverser le pouvoir et il est cette fois commandité par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Pour rallier les jeunes officiers à leur cause, les putschistes affirment agir au nom de Thomas Sankara. Bien qu'on lui force la main, Thomas Sankara assume d'occuper le devant de la scène et impose aux rebelles la création d'un comité de salut du peuple. Mais ce conseil ne parvient pas à un programme commun, il n'y a pas de consensus si ce n'est sur la nécessité de lutter contre la corruption. Il y a en effet au sein de l'armée une scission entre les anciens qui souhaitent juste prendre le pouvoir sans bouleverser les équilibres traditionnels de la société et le courant progressiste incarné par Thomas Sankara qui aspire à un changement plus profond. Pour faire tenir ensemble le nouveau pouvoir malgré tout, le conservateur Ouédraogo sera nommé président de la République et il désignera Thomas Sankara comme son premier ministre. Thomas Sankara va profiter de ses nouvelles fonctions pour se faire connaître sur la scène internationale, notamment à l'occasion d'un discours très remarqué au sommet des non-alignés qui se tient en Inde 2 mois après qu'il fut nommé Premier ministre. Le pays ne veut plus de l'ordre économique ancien, bâti sur la suprématie incontestée et le diktat du plus fort, organisé autour des échanges à sens unique. Mais Thomas Sankara ne compte pas abandonner sa conviction que le pays doit changer de l'intérieur. Et c'est une nouvelle fois par le discours qu'il va tenter de changer les rapports de force. En vous réunissant à vos populations, vous apportez un démenti cinglant à l'impérialisme, à la réaction et à toutes les forces qui s'opposent au progrès. Dans ce discours, Thomas Sankara fait éclater au grand jour la fracture au sein du pouvoir entre la frange conservatrice de ceux qui veulent maintenir le statu quo et la frange révolutionnaire qu'il entend incarner. Il nous faut aujourd'hui comprendre que notre engagement dépend de notre capacité à comprendre, à définir, à démasquer nos ennemis à l'intérieur et nos ennemis à l'extérieur. Nous les avons cités à Ouagadougou, les ennemis du peuple voltaïque. Il ne faut pas avoir honte de les démasquer. Il ne faut pas avoir honte de les dénoncer. Ce qui est remarquable dans ce discours, c'est que Thomas Sankara ne s'adresse pas seulement à l'esprit de son public, il vise également leur corps. Jeunesse voltaïque, s'il y a une chose, ces mercenaires que nous attendons de pied ferme, venez ici. Seriez-vous prêts à prendre les fusils? Seriez-vous prêts à combattre l'ennemi? Seriez-vous prêts à combattre les valets locaux de l'ennemi?
jeunesse voltaïque. C'est ça la mobilisation. Il ne veut pas simplement changer leur opinion, il veut les engager dans un mouvement. La mobilisation, ce n'est pas prendre des uniformes et organiser des banquets. C'est pour moi une condition d'un discours réussi. Trop souvent, les orateurs se contentent de faire passer un message, de partager une information. Ce faisant, ils s'arrêtent à la moitié du chemin. Ne vous contentez pas de ça. Demandez-vous à chaque discours, à chaque contenu, qu'avez-vous mis en œuvre concrètement pour mettre votre public en mouvement? Et ça passe par deux ingrédients, de la motivation et un plan. Là-dessus, le discours à la jeunesse de Thomas Sankara était un peu trop épicé pour le palais du président. À bas les ennemis du peuple, répétez. À bas les ennemis du peuple. À bas les valets locaux de l'impérialisme. Quelques jours plus tard, Thomas Sankara était à nouveau arrêté, mais il ressortira toujours plus fort de sa captivité. Cette fois, c'est la bonne. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir dans un coup de force qui a fait 5 morts. Le 4 août 1983, un nouveau coup d'État militaire amène Thomas Sankara au pouvoir. Son programme est de sortir son pays de la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales et de la France en particulier. Pour marquer symboliquement cette rupture, Thomas Sankara rebaptise son pays. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Fini la Haute-Volta, il s'appellera désormais le Burkina Faso. Le problème, c'est que le Burkina Faso fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde et qu'il est donc très dépendant des aides extérieures. Pour redresser son pays, il va tenter de libérer les énergies de son peuple. Nous encadrons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cette situation, parce que rien n'est immuable. Mettre tout le monde au travail, partager plus équitablement les fruits de ce travail et se débarrasser des profiteurs. Sur le papier, c'est un beau programme, mais cela suppose de bousculer les habitudes, de transformer la vie des gens. Je laisse aux historiens le soin de discuter si Thomas Sankara a su mener son ambitieux projet à bien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au plan rhétorique et au niveau de son ethos notamment, Thomas Sankara s'en est donné les moyens. Ce sacrifice, nous les imposons aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Comment? En incarnant son propos. Aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par le précédent régime, ont été remplacés par des R5. Il n'allait pas vivre dans le luxe, sachant que son peuple peinait à se nourrir. Il n'allait pas non plus mettre son peuple au travail sans mettre la main à la pâte. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Ces images peuvent sembler anecdotiques, mais on touche pourtant à un point fondamental. Le bon orateur donne l'exemple. Si on demandait à nos politiques de se changer eux-mêmes avant de parler, on entendrait les mouches voler. Que vaut la parole d'un homme qui pousse son public à prendre un chemin qu'il n'a pas lui-même d'abord emprunté? Commencez donc par vivre avant de parler. Michel Galli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, spécialiste des questions d'affaires. Michel Galli, bonsoir. Ça, c'est pour le jeune capitaine du Burkina Faso. Ils doivent savoir le problème des pays africains. C'est l'administration. Et ce qu'on a baptisé les fonctionnaires. Je répète, le problème des pays africains, c'est l'administration et des fonctionnaires privilégiés qui ne produisent
rien. Mais ils mangent 60% des biens produits par les pauvres. Et c'est le véritable problème. Et c'est à ça que sera confronté le jeune capitaine. L'administration et ses privilèges. Je prends mon pays, le Cameroun. Un fonctionnaire d'administration. En 1982, écoutez-moi, un directeur d'administration centrale à Yaoundé roulait avec une 504. À cette époque, la 504 coûtait 11 millions. Aujourd'hui, en 2022, ce même fonctionnaire, en 1982, ne s'habillait pas trop en veste et cravate importée. En 1982, aujourd'hui, tous les directeurs d'administration centrale commandent les vestes en Italie. Ceux-ci commandent Francesco Maserati. Ceux-ci commandent Armani Giorgio. Ceux-ci commandent les vestes Gucci. Ceux-ci commandent, je dis, en Italie. Les fonctionnaires, ils ne produisent rien. Cerise sur le gâteau. Lorsque moi je parlais ici, les artistes camerounais disaient « Ah, Abdel, laisse-nous tranquille ». Voilà qu'ils ont piégé les artistes camerounais. Maintenant, ils mangent l'argent des artistes camerounais comme ils veulent et quand ils veulent. Comment ils mangent l'argent des artistes? Je vais vous expliquer. Ils savent bien que la loi au Cameroun interdit d'avoir deux sociétés d'éjection de droits d'auteur. Ils savent que la loi interdit. Comme ils savent ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré l'agrément à la CMC. Ils ont justifié le fait que comme on a retiré l'agrément à la CMC et que la CMC ne peut plus fonctionner, il faut créer donc une deuxième entreprise. Or, la loi dit qu'on n'a pas besoin de deux entreprises d'éjection de droits d'auteur. Mais ça avait un but. Et le but là, c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, ces mêmes fonctionnaires, ayant désarmé la CMC, Sam Benden étant trahi, qui était lui le président du conseil d'administration de la CMC, étant trahi par les artistes, il faut le nommer, celui qui avait déclenché le processus, il s'appelle Angers Eboubemeran. Il pleure là-bas à Yaoundé de famine. Parce qu'un fonctionnaire de son village est venu lui voir en lui disant vraiment, Madame le ministre vraiment a dit que vraiment de Dieu, il faut que tu dénonces, tu fais ci, il faut que tu donnes ta démission. Comme ça va permettre à Madame la ministre d'entrer en jeu.
Le monsieur a menti Angers et Bogoméran du début à la fin. Naïf qu'il est, parce que Angers et Bogoméran, c'est un artiste. Il jouit de l'œuvre de l'esprit. Il imagine une chanson. Il met ça en musique. Les affaires de loi et machin, il ne comprend pas. Au lieu d'appeler Sam Bende et de dire à Sam Bende, voici une histoire qu'on est en train de me raconter ici. Parce qu'entre Sam Bende et Angers et Bogoméran, Sam Bende connaît bien le droit que Angers et Bogoméran. Angers et Bogoméran n'a pas compris. Au lieu d'appeler Sam Bende et de l'expliquer, il suit ce que, comme c'est mon frère, c'est mon Tara qui m'a parlé. Non, mon Tara, il a raison, je vais rencontrer madame le ministre dans 2 jours. Peut-être on va même mettre le président du conseil d'administration. Son Tara lui a dit, non, laisse-moi, je vais aller écrire la lettre de démission, je vais venir te donner. Tu vas signer. Il est rentré au ministère, il a écrit lui-même la lettre de démission de Angers Bogoméran. Il est venu donner à Angers Bogoméran. Angers Bogoméran a signé. C'est ça qui permet donc